Or, pétrole et aujourd'hui terres rares, l'histoire de notre monde moderne et de ses grands empires s'est largement écrite autour de la conquête du précieux métal doré et des matières premières stratégiques. Enjeu vital, symbole de puissance et de domination, ces ressources et le pouvoir qu'elles confèrent sont souvent à l'origine des grandes guerres et conflits qui ont jalonné notre époque. Comprendre leur importance historico-politique et les intérêts qu'elles occultent, c'est aussi mieux lire entre les lignes des luttes d'influence actuelles et à venir. C'est en tout cas ce que nous allons essayer de faire dans ce nouveau numéro de Pièces maîtresses. Et pour creuser ce thème fondamental, bien que trop souvent laissé sous le tapis, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Maxime Corneille, juriste et analyste dans les domaines politiques et les questions stratégiques. Bonjour Jean-Maxime. Bonjour Thibaut, merci pour votre invitation. Le sujet est d'ores et déjà placé, l'or, le pétrole, les matières premières stratégiques et les terres rares d'aujourd'hui. Ce sont vraiment les sujets qui ne nous sont quasiment pas enseignés en fait. Il y a comme une prise de conscience récente, alors que je peux vous dire, et j'ai encore vérifié la semaine dernière, que c'est vraiment le méta-sujet au-dessus de tout ce que l'on parle, au-dessus de toutes les questions économiques. Parce qu'au final, nous allons pouvoir poser rien que le sujet à partir de la ligne directrice d'Ocoffre, mais qui est de mon point de vue celle du bon sens. Le papier, c'est du papier en fait. Ça ne se mange pas, ça ne rapporte rien, ça n'est gagé que sur justement les canons du crédit, au sens étymologique du crédit monétaire, c'est-à-dire crédérer le fait de croire en. Le papier, non, c'est du papier. On peut s'essuyer avec, mais c'est du papier. Rien que ça devrait nous faire réfléchir. C'est notre credo chez Ocoffre. C'est ça. On invite à retrouver, à garder en tout cas le physique. C'est ça. C'est-à-dire que la logique actuelle, il y a en fait une économie à deux vitesses. On a vraiment l'économie des gens sérieux qui comprennent les matières premières stratégiques, Mat-Prem-Strat pour les intimes, ou MPS, et il y a les gens qui se laissent berner par ces histoires de papier avec vraiment un côté idéologique, propagandaire derrière. Défaussez-vous de vos reliques barbares, nous n'en avons pas besoin, le papier c'est bien, l'électronique c'est encore mieux, tout va bien. Non, en fin de compte, ce que nous avons, ce sont les matières premières stratégiques et nos atouts stratégiques, des choses sonnantes et trébuchantes. Pour faire un porte-avions, on n'a pas besoin de papier. Pour une voiture, pour des échanges commerciaux sonnants et trébuchants, le papier ne vaut que s'il est basé derrière. Mais après, il y aurait tout un arrière-plan justement des monnaies, de la démonétisation justement du numéraire. C'est avant tout de l'idéologie, mais la monnaie en elle-même est déjà une convention sociale. Ça, c'est bien de le garder à l'esprit, c'est-à-dire que la monnaie, c'est un extincteur de dette. La monnaie papier peut avoir sa fonction, ne serait-ce que parce que se balader avec des lingots d'or, ça peut être un peu lourd, ok, mais ce ne sont jamais que des ordres passés qui sont des équivalents d'une richesse qui est stockée quelque part. Et la façon dont, sur 300 ans, sur 500 ans, on a, par les réserves fractionnaires ou par les érosions artificielles de la valeur de la monnaie, ou bien les cours forcés, les cours artificiels, par exemple sous Roosevelt, justement pour rabaisser artificiellement la valeur de l'or, pour forcer les gens à rendre leur or, etc. Ce sont des enjeux vraiment stratégiques, mais également politiques au vrai sens du terme. La politique avec un grand P, c'est quoi? C'est le partage du gâteau. J'ai fait des articles vraiment de fond là-dessus parce que je crois en la nécessité d'une réinstruction populaire, mais avec sourçage universitaire, mais accessible, on va dire au niveau lycée, mais même à des enfants. C'est-à-dire que ces choses sont explicables à des enfants de 7 ans à condition d'avoir le temps. Si c'est bien pensé, c'est explicable. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a un loup quelque part. Et tout aboutit aujourd'hui à nous faire passer d'une explication rationnelle à quelque chose d'irrationnel. Ça a commencé avec la création de la Banque d'Angleterre, 1794. Il y a eu d'autres expériences avant de monnaie papier, mais on revient au fait politique. La monnaie est un fait politique, une convention sociale est un fait politique. Et la politique, je disais donc, c'est le partage du gâteau. Nous avons un gâteau à partager ensemble, c'est déjà de la politique. On peut le partager à 50-50, j'ai pondu des petites vidéos là-dessus justement pour en plaisanter, parce que c'est ce qui n'est pas énoncé en fait. Et on a aujourd'hui, surtout dans le contexte post-RUM 19, nous avons en fait, nous avons eu en trompe-l'œil une sorte de crack obligataire et également un camouflage du partage déséquilibré de la valeur ajoutée.
C'est-à-dire qu'on ne s'est pas aperçu, mais c'est fluctuant dans l'histoire. C'est par cycle. Il y a des moments, c'est le rôle du politique que de synchroniser un peu les intérêts, de faire en sorte que les uns se goinfrent, mais pas trop, parce que les autres veulent aussi quand même un petit peu croquer, et que s'il y en a qui touchent pas assez, et que voilà. Vous pouvez avoir des phénomènes d'États qui ne font plus leur travail, justement politique, et qui laissent se créer des déséquilibres. Et dans ce cas, ou bien l'État réagit, ou bien l'État prend parti pour l'un ou pour l'autre, dans un sens ou dans un autre, avec excès, mais un excès engendrera un autre excès, et là nous sommes dans un excès actuel, notamment d'un partage de la valeur ajoutée qui va trop en faveur des actionnaires, et surtout en faveur d'une économie ayant pour but de survaloriser des actions qui sont manipulables, et dévaloriser notamment le numéraire, alors qu'en ce moment nous avons une revanche du numéraire avec l'argent et l'or, en effet, qui montent et qui montent et qui montent, et en fait c'est du bon sens. Nous revenons aux anciens canons de la vraie économie à la papa. Et je pense également qu'avec les autres matières premières stratégiques, c'est comme si en ce moment on avait une actualisation de la même idée, notamment on le voit à travers les terres rares. Les terres rares sont les seules matières premières stratégiques qui ne sont pas cotées chez nos amis anglo-américains, ni à Chicago, ni à Wall Street, ni à la City. C'est coté de façon un peu épisodique au fin fond de la Chine, de façon, empirique au fin fond de la Chine, mais comme tous les acheteurs en ont besoin, on accepte ça. Et la Chine va, de fait, en fait, je pense que c'est son objectif stratégique, et c'est vraiment ce dont discutent en ce moment les milieux stratégiques. Je peux vous le dire, c'est pas forcément un scoop, mais nous voyons que la Chine va se positionner avec l'objectif d'instaurer une bourse des terres rares en yuan, ce qui est un symptôme énorme en soi, parce que par la monnaie, on impose d'une façon ou d'une autre sa souveraineté et surtout son contrôle. La Chine est en position dominante, l'Occident en prend conscience depuis plusieurs années, mais la Chine dispose d'un monopole extrêmement important dans le raffinage des terres rares dites lourdes. En ce moment, nous avons l'Australie et les États-Unis qui sont en train justement de progresser, de nouer des partenariats stratégiques pour le raffinage des terres rares légères, mais pas encore lourdes. Ce sont des monopoles chinois, et les Chinois ont surtout mis des milliers d'ingénieurs là-dessus. Quand nous formons des sociologues ou des féministes aux cheveux bleus, nous avons vraiment deux mondes séparés. Alors on va remonter un peu l'histoire récente pour justement comprendre comment on en est arrivé là. Mais puisque vous parlez un peu de l'actu, c'est bien de commencer par ça parce que ça bouge pas mal en ce moment, et depuis la réélection de Donald Trump intronisé fin janvier, qui a très rapidement menacé d'aller s'occuper du Groenland. Alors, on sait qu'au Groenland, il y a des ressources inexploitées, notamment des terres rares, de l'or. Alors déjà, est-ce que c'est un scénario plausible ? C'est quoi l'idée de Trump derrière ? À savoir, la Chine, je vous laisse Taïwan, Poutine, je vous laisse l'Ukraine, je m'en occupe pas, et moi, vous me laissez le Groenland. Quels sont les jeux un peu géopolitiques qui se trament derrière ce... On est vraiment, mais c'est là où je me dis que quelque part, il faudrait avoir des jeux de société éducatifs pour faire comprendre les matières premières stratégiques et les jeux de puissance, justement. Parce que dans les années 70, il y avait un jeu, 70-80, qui s'appelait genre quelque chose comme Or Noir, la conquête du pétrole, un truc comme ça, où on comprenait en fait, à partir d'un état fictif, comment se passait la prospection pétrolière, l'obtention des concessions, puis les forages, puis le résultat du forage, puis les logiques monopolistes à partir d'une petite compagnie pétrolière qui va avoir tendance à bouffer les autres, etc. On est aujourd'hui on redécouvre en fait, et d'où l'importance de s'intéresser avant au sujet. Ça, c'est un article que j'ai produit pour le Nouveau Conservateur, une revue en ce moment, justement sur cette question, l'idée que dans les temps heureux, on a tendance à oublier les questions stratégiques ou les questions importantes qui conditionnent la survie des peuples. Dans les années 60, on disait, en fait, on oublie que la France, justement, c'est très, très intéressant parce que j'ai eu à plancher récemment sur ces sujets-là, la France a découvert son absence de planification de toute autonomie pétrolière à l'occasion de la Première Guerre mondiale. On s'est aperçu soudainement qu'on était dans les mains des Anglo-Américains, qui étaient en fait rivaux historiquement, mais qui étaient alliés pour évincer tout concurrent en matière de pétrole, justement. Et on l'a de nouveau subi après la Seconde Guerre mondiale, mais en fait dès avant la Première Guerre mondiale, en termes d'éviction, c'est-à-dire que dès qu'on a trouvé du pétrole dans le monde, on a eu des ennuis. Mais à l'époque, on disait deux choses. Il n'y a rien de pire pour un pays que de trouver du pétrole sur son sol. Pourquoi ? Parce qu'immédiatement après, non pas parce que, évidemment, c'est une richesse merveilleuse, etc., mais
Surtout parce qu'immédiatement se positionnaient des intérêts prédateurs, des intrigues, des bizarreries, de la corruption, des morts suspectes, etc., etc. Et en fait, ça, c'est la grande marche des matières premières stratégiques et spécialement du pétrole. C'était aussi le cas avant pour le charbon, pour l'acier ou pour d'autres matières premières stratégiques auxquelles on ne pense pas. Par exemple, le coton, le caoutchouc. Mais le pétrole on comprend beaucoup de choses à partir du pétrole. Je dis en plaisantant que rien qu'avec le pétrole et Monsanto, on comprend beaucoup de choses sur, enfin l'histoire du pétrole et l'histoire de Monsanto, beaucoup de choses sur la façon dont les choses se décident. Et donc, d'un côté, les intrigues autour des questions pétrolières, et de l'autre, une autre idée dans les années 60, c'était Pierre Fontaine qui disait que la vassalité, la vassalisation, entraîne la complicité de guerre. On est complètement là-dedans aujourd'hui, en Syrie, en Libye, en Ukraine. Et on est aussi condamné à regarder les grands jeux se déployer devant nous, avec donc cette question du Groenland. C'était, je crois, en 2008 ou peut-être 2010, un livre de François Thual, l'un des pères, l'un des patrons de la géopolitique française, qui disait, ou géostratégie, la bataille du Grand Nord a commencé. Parce que dans le Grand Nord, on a toujours des médias qui sont prêts à critiquer, oui, Poutine, machin, Trump, etc. Oui, mais Colbert disait déjà qu'il n'y a rien de plus important pour un État que le commerce, parce que le commerce est une guerre d'argent, et si l'État se laisse distancer, il est en danger. Et on l'a vu après, les États qui ont eu le dessous en matière commerciale internationale se sont fait dominer de plein de façons différentes. Et là, nous avons Trump qui vient d'arriver. Nous sommes dans une situation où l'économie américaine est lourdement déséquilibrée en faveur d'une finance spéculative qui fonctionne en vase clos, qui méconnaît justement, qui a tout fait pour, on le sait depuis les années 60, pour casser spécialement les cours de l'or, les cours de l'argent, mais surtout de l'or. Il est connu aujourd'hui avec la divulgation au bout d'un moment qu'il y a eu une logique dans laquelle les services américains étaient mandatés pour traficoter le cours de l'or et faire en sorte qu'il ne monte pas trop au fur et à mesure que le dollar, on a laissé filer le dollar. Ça, c'est vraiment, j'incite vraiment quiconque, tout le monde à aller, nos auditeurs, à aller voir les données officielles Banque mondiale. Vous cherchez sur la Banque mondiale évolution de la masse monétaire américaine à partir de 1945. La courbe commence au début des années 60, puis après, donc, déjà ça double, ça triple, ça quadruple, et après ça monte encore plus jusqu'à la crise de 2008 et encore aujourd'hui. Ça coïncide avec la fin de l'État noir. Alors, exactement, parce qu'on a déjà eu, je crois, de mémoire, x4, j'ai fait un article là-dessus, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'on a eu une masse monétaire, donc à l'occasion de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam a été une arnaque du siècle, c'est-à-dire qu'il faut la comprendre dans le contexte après la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall va s'investir en Europe de bons taux de rendement parce que tout est à reconstruire, ça donne après ça donne les euro-dollars. Mais il y a un moment où l'industrie européenne devient compétitive, sachant que les capitaux américains s'y sont investis et qu'on a délaissé l'outil de production américain. Et ça va avoir pour conséquence un déséquilibre de la balance commerciale américaine où de plus en plus les produits européens concurrencent les produits américains. Et ce faisant, il y aurait dû avoir une renégociation de Bretton Woods en fonction du panel de monnaie. Le dollar aurait dû être pondéré un peu moins fort, etc., de façon à pondérer différemment Bretton Woods. Et le choix qui a été fait à l'époque, ça a été au contraire l'option Vietnam. C'est-à-dire une guerre, soi-disant pour des raisons idéologiques, en oubliant que c'est Wall Street qui avait financé le bolchevisme, qui a fait financer le communisme, les usines d'armement contre lesquelles se battaient les GIs au Vietnam. Mais la guerre du Vietnam a été l'arnaque du siècle, en ce sens qu'il s'agissait de relancer le complexe militaro-industriel, de relancer l'économie américaine en relançant, en injectant des liquidités dans le complexe militaro-industriel américain, avec d'énormes contrats, etc. Mais grâce au jeu de Bretton Woods, on faisait financer ça par qui? Par les partenaires européens. Et au passage, qui se faisaient acheter leurs entreprises. C'était la phrase de De Gaulle, nous payons les Américains pour qu'ils nous achètent. Et De Gaulle, avec son chef économique Jacques Rueff, a proposé donc une renégociation des termes de Bretton Woods, un rééquilibrage des monnaies, parce que le dollar aurait dû être moins évalué, puisque on voyait bien, enfin, il aurait dû avoir une dévaluation du dollar qui aurait traduit une réalité plus juste et en lien donc avec ce jeu du standard or, en fait. C'est-à-dire que c'est en 65, ça, De Gaulle. Exactement, ça a été à partir de 63 graduellement, et clairement à partir de 63-65, De Gaulle est devenu la bête noire des États-Unis et aussi des Anglais, parce que clairement cette critique du dollar qu'on laissait filer, elle allait aboutir sur quelque chose ou bien négatif, ou bien sur de grandes manœuvres financières, et ce sont de grandes manœuvres financières auxquelles nous avons assisté avec ces bizarres magouilles autour de Nixon, la déconnexion de l'or et du dollar, puis après, ce qui est encore plus subtil, 73, les chocs pétroliers, mais associés à des obligations politiques pour les pays acheteurs de pétrole, notamment européens,
de libeller leur pétrole en quoi? En dollars. Et ça, c'était une obligation de nature politique. La rationalité économique aurait dû faire que les États européens auraient demandé de pouvoir libeller dans leur monnaie nationale. Mais les Américains ont exercé des pressions politiques, avec notamment spécialement Kissinger, pour empêcher cela. Il n'y a que les Anglais qui ont pu la faire un peu à l'envers, un mélange de special relationship et d'entente. Ils avaient déjà magouillé sur les euro-dollars. C'est quelque chose de peu connu derrière l'assassinat de Kennedy. Mais le résultat, donc, ça a été, de fait, le remplacement de l'or par le pétrole. La démonétisation de l'or soudaine, soudainement, le dollar ne valait que sa valeur papier, donc le dollar n'aurait plus dû avoir de valeur rationnelle à ce moment-là. Rien que ça devrait faire réfléchir, sauf que c'était ce qu'on appelle les dollars F16 d'une part, et surtout c'était sans compter la domination pétrolière. En fait, c'était une nouvelle évolution de la domination pétrolière traditionnelle des Anglo-Américains, et là spécialement des États-Unis, les Anglais passant le témoin de fait aux États-Unis. Mais cette affaire qui est devenue donc le pétrodollar, et il ne faut pas oublier que c'était en fait adossé aux accords de 75 avec la SAMA, qui était l'agence saoudienne pour libeller le pétrole justement, qui réinvestissait, qui s'accordait avec les États-Unis pour réinvestir ces excédents dans quoi? Évidemment dans les bons du Trésor américain. C'est-à-dire que, et ça c'est ce qui est mal connu sous les chocs pétroliers, justement j'ai traduit William Engdahl, qui pour moi est un peu l'un de mes maîtres à penser, parce que il a produit l'un des ouvrages les plus exceptionnels sur le pétrole justement, non pas le pétrole en lui-même, mais le pétrole en tant qu'accélérateur de la financiarisation du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-étudié, que l'on connaît très peu en France. Et rien que ça devrait nous interroger, en fait. On devrait étudier les cartels, étudier les matières premières stratégiques, et notamment le pétrole, parce que, en fait, dès avant la Première Guerre mondiale, ça paraît fou pour nous, mais dès avant la Première Guerre mondiale, l'économie américaine est stabilisée et renforcée par le pétrole. Et à la suite de cela, ça a donné une masse critique qui s'était penché globalement à la faveur des deux guerres mondiales, puis surtout avec les années 70, mais à partir de ces chocs pétroliers, qui soudainement, à partir d'ailleurs d'une source que j'ai appelée un pré-choc pétrolier à la fin des années 60, où c'est Mouammar Kadhafi, on le sait peu, Mouammar Kadhafi qui avait divisé les compagnies pétrolières entre elles, c'était Armand Hammer, c'était la Getty Oil, qui avait déjà créé une augmentation du prix du pétrole, et je crois que ça a donné par la suite des idées, en fait, aux banques de Wall Street et de la City, surtout de Wall Street, qui ont dit on peut organiser une augmentation du prix du pétrole tant qu'on s'accorde sur le recyclage des pétrodollars dans les banques anglo-américaines. Et ça, c'est l'élément le moins connu. On a fait un peu porter le chapeau aux Arabes en disant c'est de leur faute, les chocs pétroliers, alors que c'était d'énormes magouilles derrière, avec notamment Henry Kissinger, à l'occasion également du Watergate. C'était des grandes manœuvres. En fait, c'est une perturbation politique extraordinaire, plutôt en sous-main, de l'économie mondiale, qui a abouti à d'énormes conséquences et à une masse critique d'une certaine finance devenue plus puissante aujourd'hui que les États, mais ça s'est fait au détriment de l'or et au détriment de la rationalité économique. C'est devenu. La phrase de Kissinger est intéressante. Enfin, c'est pas vraiment, c'est du Kissinger paraphrasé. La phrase que l'on prête à Kissinger est en fait paraphrasée, c'est contrôlez le pétrole et vous contrôlez les nations. Plus précisément, le développement des nations. Et du jour au lendemain, par les chocs pétroliers, un contrôle léonin s'est renforcé, déconnecté des États sur l'économie mondiale à partir de cette augmentation dont les États, tous les États ont été tributaires, même l'État américain, puisque les déficits, le recyclage des pétrodollars a été organisé, mais les déficits ont explosé. Et par contre, le développement du tiers-monde a été totalement détruit, et même les flux d'aide au tiers-monde se sont inversés. Et ça, c'est ce qui est raconté aujourd'hui. Il faut vraiment relier les points pour le comprendre, c'est-à-dire que l'aide au développement est devenue de l'aide au prêt pour acheter son pétrole et pour que ça revienne dans les banques américaines. C'est-à-dire que plus on prête, plus on endette. Et ça, c'est ce que John Perkins a appelé les assassinats économiques de pays entiers. C'est-à-dire que la dette, on la crée artificiellement parce que les États n'ont pas le choix. Maintenant, le pétrole coûte trop cher. Tu veux te développer, il faut du pétrole. Tu dois acheter du dollar, donc tu prendras des intérêts à chaque fois. Et d'une façon ou d'une autre, il y a un moment où cette spirale de l'endettement va se recréer. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette logique d'empire sans guerre avait déjà été mise en place par l'Empire britannique au XIXe siècle, ce que l'on appelait l'empire informel à l'époque. Et nous voyons aujourd'hui comme les BRICS aujourd'hui, sont les héritiers d'une tentative de riposte à l'époque, qui avait eu lieu au sommet des pays non alignés de Colombo en 1976. Donc là, ça ouvrirait encore des tiroirs, mais on voit qu'il y a une lecture géostratégique complète en faisant les interdépendances en fait, entre les matières premières stratégiques, les volontés des États et les mégabanques,
pour comprendre en fait que on assiste à des grosses luttes d'influence. En fait. Pour moi, c'est passionnant, mais voilà, ça doit vraiment être étudié, je pense. Alors justement, la manœuvre de Trump, là, c'est une réponse aux BRICS parce que, alors, on s'aperçoit que depuis quelques années, il y a un processus donc mené par les pays des BRICS de dédollarisation, une volonté de sortir de l'hégémonie du dollar par deux biais. Alors il y a un biais marquant que nous on connaît bien chez Ocof et qu'on traite dans nos sujets, c'est l'augmentation de ces réserves d'or d'un côté, et aussi une extension d'organisation avec l'entrée de pays exportateurs de pétrole, notamment les Émirats arabes unis, l'Iran, et une offre qui aurait été faite à l'Arabie saoudite. La manœuvre de Trump, là, c'est une réponse pour remettre le dollar au centre du jeu. Alors, il est clair que je pense que, comme plusieurs présidents, il faut bien se rappeler qu'il y a plusieurs présidents américains qui ont été assassinés. Il n'y a pas que Kennedy, quand on se souvient de McKinley, Garfield, et il y en a plusieurs autres. Clairement, le président américain est le pantin historiquement depuis longtemps, surtout depuis 1913 en fait, des intérêts financiers. Ça a commencé, on pourrait le dire avant, l'impérialisme commence vraiment en 1898 contre l'Espagne, mais autant j'ai été l'un des premiers traducteurs et les premiers, on va dire, à prédire la victoire de Trump en 2016 à l'époque, parce que je traduisais les initiés notamment du renseignement militaire américain qui avaient été les premiers à remettre en cause le narratif Obama ou même Bush Junior, le 11 septembre, etc. Il n'empêche que là, le retour au pouvoir de Trump, je pense que les intérêts qui sont derrière Trump en 2024 ne sont plus, en fait, ont changé. C'est pas qu'ils ne sont plus ce qui était là en 2016, mais le rapport de force a changé. Et aujourd'hui, on voit que tant du côté des patriotes américains que du côté de Wall Street, on comprend que la Chine s'émancipe et que le renouveau d'un nationalisme chinois, 2008-2015, avec notamment les JO de Pékin à l'époque, où Pékin s'était aperçu que derrière les magouilles, le Dalai Lama, le Tibet, etc., il y avait beaucoup d'activisme, comme déjà derrière l'affaire de Tiananmen en 89. Beaucoup d'activisme des succursales de la CIA ou de Soros agissant en tant que fausse barbe de la CIA et compagnie. Et de fait, là où Wall Street avait pensé utiliser la Chine comme des esclaves, un vivier d'esclaves sous-payés, Wall Street a oublié que la Chine est une puissante et vieille civilisation qui peut avoir, d'une part, de l'intelligence, évidemment, un vrai fond civilisationnel et un vrai arrière-plan commercial et un goût immodéré pour les matières premières stratégiques, notamment les métaux précieux. Il est plus difficile de faire manger du dollar papier à un Chinois que de l'or ou de l'argent. Ça, c'est une vieille tradition et d'ailleurs, c'était un problème. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Chine s'est faite violer par l'Empire britannique, d'ailleurs, au XIXe siècle. C'est-à-dire que la Chine était le seul pays au monde qui n'achetait rien à l'Empire britannique. Pire que ça, on lui achetait en argent numéraire de la porcelaine ou différents produits parce qu'ils ont les meilleurs ouvriers du monde, en tout cas dans certains domaines. En tout cas, ils ont vraiment une culture du travail bien fait qui est vraiment civilisationnelle. Mais l'Empire britannique n'arrivait à rien leur vendre, d'où les guerres de l'opium, en fait. On a forcé l'ouverture, les Britanniques et malheureusement l'aide française aussi. C'est Victor Hugo qui a sauvé l'honneur français, mais on a forcé l'ouverture, l'Empire britannique a forcé l'ouverture des ports chinois sous prétexte de libre commerce, c'est-à-dire forcer en toute liberté, on vous impose en toute liberté la liberté du commerce qui nous profite et vous, si vous n'êtes pas d'accord, on vous pètera la gueule. C'est ce qu'on appelle une diplomatie de la canonnière en fait. Ça fait un peu désordre, mais la Chine aujourd'hui s'en souvient. Il y a quelques petits proverbes chinois comme ça qu'il ne vaut mieux pas entendre même quand on est français, mais voilà. Et je pense qu'il y a une logique d'empire en convalescence, ça c'est vrai, de lourde compréhension des choses. Et donc derrière Trump, il y a cette compréhension du fait que la Chine n'acceptera plus le joug de Wall Street. Et on le voit notamment sur les terres rares, les matières premières stratégiques, d'autant plus que des choix idéologiques questionnables, on dirait, ont été réalisés. Notamment, on pense aux terres rares, mais le cuivre est aussi un métal critique aujourd'hui. Alors, ok, du cuivre, on va trouver du molybdène, puis on va trouver du rhénium, ok, des métaux critiques, mais le cuivre lui-même est devenu un métal critique. Parce que nous avons imposé, pour des raisons idéologiques, enfin on a prétendu, des cénacles internationalistes ont prétendu nous imposer une transition écologique à partir de technologies mal pensées ou qui ne sont pas encore au point, et qui aboutissent à des surtensions sur les matières premières stratégiques, et donc à des déséquilibres majeurs de l'économie. Or là, c'est un peu comme si les États-Unis étaient en train de laisser la patate chaude à l'Europe. On vous laisse l'idéologie économique et nous on revient à la vraie économie à la papa. Donc les matières premières stratégiques, le pétrole et surtout le jeu de puissance face à la Chine, dont l'Union européenne en tant que ventre mou va être le dindon de la farce, ça c'est clair. Et donc le Groenland,
terres rares, et également plateau continental. Qui dit plateau continental dit pétrole, dit nodules polymétalliques et tout ce que vous voulez, mais il y a clairement une logique d'accaparement, mais également d'effet d'éviction. Ça, c'est la vieille logique où, quand on y est, on empêche les autres d'y être. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire que c'est pas forcément que tout va être exploité tout de suite, mais comment on positionne un drapeau et on fait comprendre aux concurrents que non, c'est pas la peine. Parce que la Chine, notamment, place ses pions partout et d'autres pays. Et de fait, les BRICS. Voilà. Il y a vraiment une lutte géostratégique entre deux blocs. Est-ce que c'est aussi pour ça que Trump, qui avait été quand même assez menaçant envers les Chinois pendant sa campagne et leur avait promis des taxes douanières à hauteur de 60%, et là, récemment, à l'heure où on enregistre cette émission, un peu revenu sur ses propos, a un peu calmé le jeu, et c'est un peu déchargé sur l'Europe? C'est vraiment, alors c'est doublement intéressant. C'est vraiment une logique de joueur du poker d'un côté et d'abandon de l'allié pour se discréditer, tandis qu'on se serre la main en sous-main. Ça, c'est une vieille tradition britannique, anglo-américaine. On l'avait vu notamment, pensez à la guerre de Syrie. C'était en septembre, août 2013, où on avait vu la France qui disait « Ouais, la France, vous allez voir ce qu'on va voir, on va attaquer la Syrie !» C'est uniquement parce qu'on est poussé par les États-Unis et les Anglo-Américains derrière. Puis tout d'un coup, quand Hollande disait « Ouais, on y va, on y va !» On a entendu le Parlement européen, depuis le Royaume-Uni, on a entendu que soudainement le Parlement britannique allait se saisir du dossier. Les initiés ont tout de suite compris, en fait. Si le Parlement se saisit du dossier, c'est que l'intelligence service a fait passer l'info. Les Russes ont fait passer le message, personne ne touchera à la Syrie, donc on va dire, ah là là, on va faire comme si une apparence de démocratie, là là, le Parlement qui dit non, et les États-Unis derrière qui disent qu'ils calment le jeu, et du coup, Hollande s'est retrouvé tout seul, abandonné en rase campagne. Il faut vraiment comprendre ça. Il y a un jeu qui est, dans lequel nous sommes en train absolument de tout perdre, tant au Moyen-Orient qu'en Afrique, que vis-à-vis de la Russie, que vis-à-vis de la Chine, en tout cas vis-à-vis de tous les BRICS. L'Union européenne, si elle n'en prend pas conscience, est-ce qu'on peut l'espérer? Je pense plutôt qu'on va revenir à des souverainetés interétatiques, enfin des souverainetés nationales, mais les pays les plus durement poignés vont être les derniers à le comprendre. Et la France est l'un des pays les plus durement poignés, clairement. Donc nous allons avoir une situation dans laquelle, de fait, la patate chaude est donnée à l'Union européenne, et Trump, en fait, là, nous laisse l'idéologie écologique, et de fait, est obligé de composer avec la Chine, mais je pense que je vais faire même une incise, parce que c'était déjà le cas en 2018. En 2018, quand on avait des néoconservateurs qui disaient bruit de bottes, etc., on avait eu au contraire Trump qui avait calmé le jeu et qui avait serré la main aux Chinois, qui était allé, il y avait eu plusieurs épisodes qui avaient été intéressants, mais parce que l'agenda, la logique d'apaisement de Trump cachait une prise de conscience militaro-industrielle notamment, mais plus globalement économique. C'est-à-dire que il y avait eu un rapport du Pentagone qui avait soudainement isolé quelque chose comme 2000 vulnérabilités, plus de 2000 vulnérabilités stratégiques, notamment les métaux critiques, certaines technologies, etc., parce que les Clinton, très vraisemblablement lourdement corrompus dans les années 90, avaient délocalisé énormément de fournitures. On s'en est aperçu durant le Rhume 19 avec la globalisation des fournitures médicales dont on s'était aperçu soudain qu'elles avaient toutes été délocalisées, etc. Mais on s'est aperçu de la même chose en matière militaire. Et on l'a vu encore tout récemment avec l'Ukraine, le nitrocellulose notamment dont on a besoin pour la guerre. En fait, les Chinois le surproduisent, toutes les usines ont été délocalisées pour faire redémarrer une filière occidentale ces 2 ans. Et au mieux, et surtout en termes de capacité de production, ça ne va pas être du jour au lendemain. Or, les Chinois vendent aux Russes, et ils savent pourquoi. Il y a cette alliance occulte. La Chine ne s'implique pas beaucoup en Ukraine, mais la Chine procède avec la même hypocrisie qui était celle naguère de l'Empire britannique et même de l'Empire américain. Et on voit comme de fait, Trump, face à cela, ce qui se passe là sous nos yeux, c'est ce qui se passait déjà en 2018, et qui était peu compris, justement, compris seulement des initiés, dirais-je, c'est que dans ce contexte de désouverainisation de l'économie américaine, avec notamment les terres rares, là on a revitalisé les anciennes mines de terres rares aux États-Unis, etc. Il y a des prises de conscience, mais tout cela a pris du temps. La prise de conscience, c'était 2018. 2018, on est en 2018, déjà 7 ans. Les États-Unis rattrapent leur retard, mais il y a un monde entre la logique à la Trump qui peut taper du poing contre le petit Macron ou d'autres, mais face à la Chine, c'est une autre paire de manches. Donc, il y a une logique de joueur de poker en bluffant d'un côté pour dire après, voilà, c'est une façon de négocier, c'est évident. Trump est proverbialement connu pour cela, même si les médias disent beaucoup de bêtises par-dessus. Je pense qu'il est évident qu'il y avait une logique de aussi
consistant à plaire à l'électorat américain, plus que l'électorat américain, donc plus on est musculaire, plus muscular goit alone, plus on dit ouais, ça c'est les États-Unis unique superpuissance à la papa des années 1990. Mais Clinton est passé par là, la corruption certainement aussi des Clinton est passée par là, c'est pour ça qu'il y avait énormément d'agenda derrière, ne serait-ce que déjà la victoire de 2016. Parce que dès 2016, c'était ces prises de conscience-là. Avec le serveur d'Hillary Clinton, avec les affaires de... en fait, Hillary Clinton avait mis tous les programmes secrets américains, les SAP, les Black Programs, en évidence pour que les Chinois ou les autres puissent regarder, mais notamment les Chinois. Et ça, c'est vraisemblablement de la corruption derrière quelque part, ou c'est du bitouillage de l'État profond qui voulait délocaliser aussi pour une raison, c'était affaiblir les États-Unis en tant que modèle occidental. Parce que la logique mondialiste, c'est plutôt une sorte de soviétisme privatisé, c'est-à-dire qu'aucun patriotisme économique et aucun patriotisme tout court ne doit survivre. Pensez à la logique Soros. Et on a en fait plusieurs luttes d'influence. On le voit clairement aux États-Unis aujourd'hui. Mais donc Trump, en effet, est obligé de lâcher du lest à partir de ce qui a été prétendu, ou en tout cas bruyamment proféré durant la campagne. Ça me semble évident. De fait, c'est de bonne guerre, en fait, parce que il y a toujours un moment où, pour plaire à son électorat, on va dire, ouais, etc. Puis il y a un côté américain, vraiment psychologiquement américain, où, ouais, on est musculaire, on écrase les autres, etc. Mais c'est aussi à nous d'être lucides là-dessus, et de comprendre qu'il y a plusieurs États-Unis différents, en fait. Et je pense aussi qu'il y a un côté idiocratie qui a été largement encouragé, notamment depuis l'ère, on pourrait même dire Reagan, depuis l'ère Bush Junior, mais même depuis l'ère Reagan et avant, c'est-à-dire que on alterne des périodes où les États-Unis sont embringués dans des guerres, notamment le Vietnam, par exemple, conçu pour ne pas être gagné, ou l'Afghanistan, qui, par contre, goinfre l'État profond. C'est en fait juste un transfert de richesse depuis la poche du contribuable vers, globalement, pour faire bref, l'État profond ou les mégabanques, et ça crée une masse critique concurrente à l'État américain qui phagocyte l'État américain, et on va vendre une fraude au patriotisme, on va vendre une grosse réaction musculaire au peuple américain pour dire « ouais, il faut voter Trump, c'est bien ». Trump, certes, était mieux que Biden et les intérêts derrière Biden, sans aucun doute. Néanmoins, c'est à nous, je pense, de poser un regard un peu plus juste et même d'influencer les États-Unis vers je pense, certaines meilleures façons de voir les choses, parce que dans cette logique anti-spirituelle de voir tous les autres comme des pays qu'on peut écrabouiller tranquillement parce qu'on est fort, on est les Américains, il y a toujours une logique, en fait. Les empires se terminent comme ça. Il y a toujours eu des modèles attractifs derrière les empires qui ont réussi, et derrière les empires qui se sont effondrés, il y a toujours eu une baisse d'attractivité du modèle. On voit en ce moment que les États-Unis sont en train de devenir les paradis, notamment le Delaware ou d'autres États, sont en train de devenir les paradis fiscaux les plus lucratifs, les plus planqués du monde. Ils attirent, ça ne dure qu'un temps, ils attirent en effet les fat cats ou les spécialistes de cette économie factice, en fait. Mais encore une fois, ça ne dure qu'un temps, surtout quand on est face à des États, et notamment la montée des BRICS, qui reviennent justement à cette ancienne compréhension du fait que combien de divisions, combien de lingots d'or, en fait. D'ailleurs, il y avait des questions, il y avait des rumeurs derrière l'état des stocks américains, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des lingots fourrés au tungstène, etc. Quand on laisse, vrai ou pas, quand on laisse courir ce genre de rumeurs, ce n'est pas anodin, ça peut être également des intérêts anti-américains depuis le sol américain qui se livrent à ce genre de rumeurs-là. Mais en tous les cas, on voit une baisse du crédit du gouvernement américain, et là, une tentative avec Trump de peser encore, mais on est quand même obligé de lâcher du lest. Alors juste petit aparté, petite parenthèse, quand vous évoquez l'État profond, on parle de quoi globalement? C'est le complexe militaro-industriel? Alors, vraie définition de l'État profond par Peter Dale Scott, qui est un universitaire canadien, et également avec une compréhension profonde de l'histoire, notamment à partir de l'histoire de l'Empire britannique. L'État profond, dans sa juste définition, c'est l'alliance, historiquement, entre les mégabanques, les grands cartels bancaires, les cartels pétroliers, parce que justement le pétrole a été une accélération énorme et une stabilisation, une masse critique donnée aux banques qui a été historiquement surpuissante, qui a donné cette masse critique dès avant la Première Guerre mondiale aux banques américaines et aussi britanniques, et le complexe militaro-industriel. Mais on aurait tort, justement, en citant Eisenhower pour son discours de 1960, lorsqu'il parle du danger de la montée d'un complexe militaro-industriel hors de contrôle, etc. Il y a quelque chose comme une opération psychologique derrière cette idée. Parce qu'on sait parfaitement que le complexe militaro-industriel n'était pas le plus grand danger et qu'il est en réalité historiquement amené à la remorque des logiques commerciales et bancaires et des logiques pétrolières qui leur sont connexes. Et là, ça nécessiterait d'ouvrir pas mal de tiroirs pour séquencer les enjeux, mais
Pour faire bref, nous avons eu un contrôle au XIXe siècle par l'Empire britannique des termes du commerce mondial, des assurances, l'obligation de s'assurer auprès de la Lloyd, alors que les navires britanniques s'assuraient gratuitement, etc. Il y avait eu un avantage concurrentiel de cette nature-là qui a permis à l'Angleterre de dominer le commerce mondial, puis, ce faisant, de dominer le numéraire mondial. On disait à l'époque « as good as sterling, as good as gold ». La livre sterling était aussi bonne que l'or. Sauf que c'est toute une histoire qu'on oublie, c'est qu'à partir de 1816, l'étalon or devient la monnaie standard de l'Empire britannique, sauf que 1857 et 1873, on a deux grosses paniques bancaires, avec notamment une course au guichet, justement des banques étrangères qui veulent récupérer leurs avoirs en or, hémorragie d'or, et là, les Anglais, la City a répondu par une politique des taux usuraires abusivement hauts pour stopper cette hémorragie d'or. Sauf que ça s'est fait au détriment de l'économie réelle. Et cette histoire antérieure, elle est à la base de ce que nous voyons aujourd'hui, à ceci près qu'aujourd'hui, nous avons également une logique privée qui est celle de l'État profond. C'est-à-dire la logique des mégabanques. Petite parenthèse, est-ce que c'est à l'époque ça qui a mené au conflit anglo-bourg, l'impérialisme anglais qui va en Afrique du Sud pour récupérer une partie des ressources, notamment de l'or et du diamant. Exactement, avec De Beers, exactement. L'unification de l'Empire britannique s'est faite avant tout, non pas tant par les voies commerciales, mais avant tout par les matières premières stratégiques. Encore une fois, les maths strat, c'est vraiment le sujet des sujets. Avec la monnaie en tant que la monnaie, j'entends la monnaie factice actuellement, où la question de savoir si la monnaie est ou pas basée sur justement de l'or, du numéraire, des matières premières stratégiques. D'une part, cette question de la monnaie, et d'autre part, la question justement des maths strat qui peuvent gager la monnaie, ce sont les deux sujets les plus fondamentaux de notre époque. Greta peut aller se rhabiller, les idéologies, tout ça, mais c'est vraiment important justement, même si il y a de l'humour à revendre là-dessus, on fait des guerres pour, non pas des idéologies, mais pour des matières premières stratégiques, pour des ressources. Et de fait, c'est la raison d'être de l'État. Normalement, l'État assure la survie du peuple et donc les matières premières nécessaires à sa survie. Sauf que là, nous avons des intérêts qui agissent concurremment à l'État, qui ont en fait cause commune et qui ont phagocyté l'État britannique depuis 5 siècles progressivement. Et de fait, les services britanniques, on disait, c'était un livre de 41 justement, c'est pas anodin d'ailleurs que ce soit sous la France vichiste que ces choses-là aient pu sortir, on le disait difficilement avant, dans les années 30, voilà, ou alors on a des agents qui se sont fait assassiner pour l'avoir osé dire notamment, pour avoir osé le dire, notamment Xavier de Hautecloque, que je cite souvent, cousin du maréchal Leclerc, agent du 2e bureau, mais l'intelligence service était comme une machine de guerre au service de la City, c'est-à-dire que la logique c'est celle d'un État profond. Et je ne suis même pas en train vraiment de considérer que ce soit négatif ou positif, c'est déjà un jugement. J'entends que nous avons face à nous un ordre de gouvernement qui est beaucoup plus rationnel que les idéologies qu'on voit et le bordel qu'on voit en ce moment à l'Assemblée nationale en France, par exemple. C'est-à-dire que c'est la compréhension du fait que les moyens régaliens de l'État doivent avoir pour but d'assurer les ressources stratégiques nécessaires à qui? C'est ça la question. Nécessaires au peuple ou bien nécessaires aux banquiers? Et là, on peut avoir un détournement de l'État. N'empêche que c'est, on va dire, une lecture ou une évolution abusive du rôle de l'État. Ayant finalement vocation à aller chercher les ressources stratégiques nécessaires, mais là, ça devient de l'accaparement à l'échelle mondiale et ça porte en soi ce que Jean Ziegler appelle la haine de l'Occident, alors que c'est en fait un Occident détourné par ces mégabanques. Mais l'État profond, finalement, c'est comme une sorte de dévoiement du rôle de l'État. De fait, l'État a été détourné par des macro-intérêts et le pétrole a été autant crucial, a été l'étape du dessus après l'or et le diamant, qui donc à l'époque était en effet ce par quoi on gageait la livre sterling, avec donc une politique de captation monopolistique partout de l'or et du diamant et des matières premières stratégiques, mais également de déni stratégique. À la fois déni stratégique, on y est, c'est par hasard qu'on est là-bas, ou alors de déni d'accès. De déni d'accès, c'est-à-dire nous, on est là, pas forcément pour tout pomper tout de suite, mais pour empêcher les autres d'y être. Le cas notamment de l'Argentine à l'époque, avec l'Empire informel, où on crée des voies ferrées, on crée des ports, mais par un endettement, avec de la grosse corruption derrière, pour dire après, ok, vos exportations ont été multipliées par 2, mais votre dette a été multipliée par 7, et c'est beaucoup plus efficace comme méthode de contrôle par la dette que par l'armée britannique contre laquelle on peut se révolter. Et c'est ce qu'on appelle l'Empire informel. C'est précurseur de ce que Jean Ziegler appelle l'empire de la honte, par la faim et par la dette, et c'est précurseur également de
de ce qui s'est accéléré à partir des années 70, c'est-à-dire les assassinats économiques à la John Perkins, qui raconte ça en tant que lobbyiste, c'est-à-dire que lui raconte la façon exactement ce dont on parlait au sujet de l'aide au développement à partir des années 70, c'est-à-dire que l'aide au développement a servi à alimenter en fait des contrats financés par la Banque mondiale ou par le FMI en faveur non pas du tiers-monde, mais en faveur de firmes américaines comme Bechtel, Halliburton et compagnie, pour aller créer des projets dans le tiers-monde qui auraient pu être vertueux ou respectueux de la nature, mais qui, au contraire, étaient un peu taillés à la serpe ou du gigantisme, ou bien pour justifier de gros contrats avec des bonnes rétrocommissions, etc. Et de fait, c'est comme ça qu'on a endetté ces pays en disant la dette que vous venez de contracter, bien sûr, on vous a donné de l'argent pour vous endetter auprès de firmes américaines qui se sont bien goinfrées, mais c'est quand même de l'argent qu'il faudra rembourser, et ben c'est de l'empire informel nouveau. Et de fait, le modèle des BRICS s'oppose à ça, ou plutôt on lui reproche dans les médias occidentaux d'endetter les pays du tiers-monde, mais c'est terrible, c'est affreux. Ça fait combien de temps que l'Empire britannique ou que l'impérialisme anglo-américain fait ça est devenu le mondialisme aujourd'hui? Eh bien, c'est ça qu'on devrait interroger en fait. Par contre, il y a une grande différence, et je pense que ça serait le point nodal. Et une grande différence, c'est que quand les BRICS investissent d'une façon ou d'une autre, déjà, c'est au gré d'infrastructures, mais dans une logique tout de même de co-développement que l'Empire britannique n'a de fait jamais fait. Ça a été vraiment toujours une logique prédatrice, et par extension les Américains. Mais là, il y a une conditionnalité des offres du FMI qui n'existe pas chez les BRICS. C'est-à-dire qu'on revient au standard du droit international, à savoir la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. On fait des affaires et on essaye de créer du co-développement dans un contexte où la Chine a besoin de matières premières stratégiques, mais c'est aussi parce que l'Occident, Wall Street et compagnie ont voulu ces délocalisations à partir de 1973. On a voulu un vivier d'esclaves là-bas, mais c'est pas on, hein, ni vous ni moi. C'est vraiment, ce sont des logiques financières accapareuses, un accaparement abusif et une logique en fait, une logique abusive, on crée des esclaves d'un côté et des chômeurs de l'autre pour goinfrer des opérateurs privés, financiers ou autres, mais ça devient une économie en vase clos qui s'effondre sur elle-même. C'était déjà la leçon de l'Empire britannique dans ce que l'on a appelé la Grande Dépression ou la Grande Déflation de l'Empire britannique en 1873-90. Et ça, pareil, j'ai jamais trouvé ça nulle part. Durant mes études, on ne m'a pas appris ça, quoi. Alors j'aimerais qu'on revienne, et ce sera ma question de conclusion, donc sur le rapport entre les États-Unis et les BRICS aujourd'hui, parce qu'il y a le rôle d'un pays que moi j'ai un peu de mal à saisir, c'est celui de l'Arabie Saoudite, parce que donc qui a des intérêts avec les États-Unis, mais qui a donc reçu une offre de la part des BRICS pour intégrer cette alliance de pays. Et je crois que c'est il y a 2 ans, 2023, où l'Arabie Saoudite a accepté pour la première fois de vendre son pétrole à la Chine en yuan. Quel est l'impact de cette décision? Le symbole? Ça nous mène vers quoi? Eh bien, évidemment, nous parlions tout à l'heure justement des chocs pétroliers artificiellement créés en faisant porter le chapeau aux Arabes et avec également l'infâme diplomatie de la navette d'Henry Kissinger qui a mis en danger Israël à l'occasion de la guerre du Kippour en créant justement cette guerre, en induisant en erreur les deux parties, tant israéliens que égyptiens, dans un contexte où cette crise a servi à justifier une augmentation de 400% des prix à l'époque du pétrole, puis après il y a eu d'autres chocs, et en plus on pense qu'il y a eu un autre choc pétrolier après à l'occasion de l'Iran, mais il y a eu aussi les chocs monétaires de l'ère Thatcher-Volcker, mais on a eu donc une surtension artificielle qui a été créée là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès sa naissance, en fait, l'Arabie Saoudite, c'est une vieille histoire, mais elle a toujours été l'otage du jeu pétrolier historiquement britannique, puis américain. On a donc l'affaire de Laurence d'Arabie. On oublie après qu'il y a l'affaire de Saint John Philby et des Wahhabites qui virent le prince chérifien de la Mecque, qui mettent en place un État illégitime. L'Arabie Saoudite est un État historiquement illégitime, en fait, qui a été un otage de la géopolitique pétrolière anglaise puis américaine à partir de sa création en 1932. C'est d'ailleurs étonnant que Saint John Philby, le même Saint John Philby, va être l'homme, le père de Kim Philby, le grand traître pro-soviétique du renseignement britannique. Il y a des connexions très bizarres comme ça. Saint John Philby, l'architecte de l'acte 2 après Laurence d'Arabie, celui sur lequel personne n'a fait un film, c'est-à-dire
la reprise en main de la péninsule arabique, non plus avec les Arabes, parce qu'on leur avait fait un peu trop de promesses, ils auraient développé leur propre État. Qui dit État, ils auraient dit c'est notre pétrole, on veut des royalties dessus. C'est pas possible, on ne fait pas de business avec des gens comme ça. Donc il était plus utile de de leur inoculer leur bolchevique à eux. Et c'est Xavier de Hautecloque, notre agent du deuxième bureau à nous, cousin du maréchal Leclerc, qui raconte ça dans Le Turban Vert, un livre extraordinaire parce que sous-commenté en fait. Il raconte comment les Anglais avaient approvisionné les Wahhabites pour poigner les populations arabes et que les Wahhabites défilaient face à la population civile avec des grenades dégoupillées en disant si vous ne nous acclamez pas, ça va mal se passer, quoi. Il y aurait des films à faire là-dessus. On a un film de Jean-Jacques Hano là-dessus, Or Noir, qui est étonnamment intéressant. Néanmoins, enfin voilà, qui raconte certains aspects très, très intéressants du pétrole. N'empêche que donc 1932, l'Arabie, historiquement, est un otage de la géopolitique pétrolière britannique, volontiers anti-française. Xavier de Hautecloque raconte la naissance du djihadisme à l'époque, artificiellement créé par les Britanniques contre l'Empire français pour des raisons pétrolières. Et ça devrait nous faire réfléchir aussi. Mais donc à la suite, on a eu un passage de relais durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu loin pour nous, le pacte du Quincy et donc les États-Unis dorlotent l'Arabie Saoudite, les plus grosses réserves de pétrole habituellement. On sait aussi peu à l'époque que les États-Unis sont en flux tendu. Ils consomment quasiment aussi vite le pétrole qu'ils ne le découvrent. Et ça, c'est peu connu, par exemple. Et ça veut dire qu'ils ont très vite développé cette compréhension du fait qu'il fallait empêcher des nouveaux entrants de consommer leur pétrole. C'est bien de trouver de nouvelles ressources, c'est merveilleux, mais il ne faudrait pas qu'ils les consomment quand même, hein. Donc, il faut que ces pays restent en état de sous-développement, et ceci dès les années 20. Dès les années 20, 30, et ça paraît sidérant parce que c'est une histoire qui ne nous est pas enseignée. Mais ce flux tendu a existé tout le long, et surtout, par exemple, la Première, Seconde Guerre mondiale, on consommait beaucoup, etc. Et donc, c'est l'origine du mémorandum NSSM 200 de Henry Kissinger disant il ne faut pas trop que les pauvres se développent quand même, parce qu'on a quand même en flux tendu niveau pétrole. Mais l'élément extrêmement intéressant, c'est aussi l'assassinat en 1975 du roi Faisal. Le roi Faisal qui voulait globalement une entente avec l'Iran. En lien d'ailleurs, c'est l'Algérie qui étonnamment a fait se rencontrer l'Arabie et l'Iran dans un contexte où ça aurait pu, voilà, il s'agissait d'organiser, et ça a été notamment aussi l'une des raisons de l'assassinat de Boumedienne. Donc en 78, on a une tentative de rapprochement. Au lieu de cela, on a une logique de guerre sans fin au Moyen-Orient ou d'activation des tensions entre l'Arabie, entre les chiites, les sunnites, etc. Jusqu'à notre époque d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Mais l'Arabie saoudite, de fait, a toujours été historiquement, c'est le premier point, un otage de la réelle politique, de la géopolitique pétrolière anglo-américaine. Ça, c'est vraiment le point important. Et clairement, cette évolution de 2023, et aussi le fait que les cartes des BRICS, en fait, l'Arabie saoudite a été incluse, si je ne m'abuse, début 2024, dans les BRICS. Puis on a eu le sommet de Kazan, on s'est demandé pourquoi MBS n'était pas là, etc. On voit que, premièrement, sans le soutien chinois, jamais l'Arabie saoudite n'aurait fait cela. Deuxièmement, on était à l'époque Biden. Or, à l'époque Biden, c'est comme sous Clinton, il y a eu, enfin surtout Biden, il y a eu de l'irrespect marqué contre l'Arabie saoudite. Et également sous Obama. D'ailleurs, Obama était lourdement corrompu et il est dit que Tom Clancy aurait été suicidé pour avoir osé créer une nouvelle psychopolitique, vous savez, les Tom Clancy et compagnie, pour oser dire que justement, Obama était un président corrompu. En tout cas, dans sa fiction, il y avait un président américain corrompu par un certain souverain du Moyen-Orient, ce genre de choses. On a eu vraiment un peu comme la France-Afrique, un jeu de financement des campagnes présidentielles ou des campagnes politiques américaines par les Saouds et au gré en fait de raquettes des Saouds. C'est pas les Saouds qui se sont mis contrairement à Omar Bongo par exemple pour la France-Afrique. Les Saouds n'ont pas financé de leur propre initiative. Ils ont été aimablement convaincus de financer la vie politique américaine et l'État profond. Hein, les afflux, c'est comme The Wall, c'est toujours la corruption derrière ou des gros contrats derrière, mais sans contrepartie valeur physique. Encore une fois, rester matière première stratégique. Et donc l'Arabie saoudite se fait mettre dans des lourdes affaires, y compris la guerre du Yémen, mais au final, trop de magouilles et quelques prises de conscience. Ça a commencé avec Trump en 2017, et on a vu... Le président chinois aussi qui a essayé de réchauffer, on va dire, les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, notamment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est exactement ça. On a vraiment, là pour le coup, mais on ne peut comprendre l'importance de ces choses-là sans comprendre, sans avoir l'arrière-plan de ce que je suis en train de résumer, justement. Cette logique artificielle de guerre au Moyen-Orient sans fin, la guerre Iran-Irak, la logique de tension Arabie contre l'Iran, la façon dont artificiellement l'Iran, la révolution iranienne a été créée aussi artificiellement
que le wahhabisme a été inoculé en Arabie Saoudite. Rien que ceci, ou que le bolchevisme a été inoculé en Russie soviétique. Et ça devrait nous faire réfléchir. C'est de la vieille expertise diplomatique française. Nous avons la phrase du comte de Saint-Hilaire, c'était « un syndicat organisé pour la destruction des nations », qui de fait rend otage tant la Russie soviétique que l'Arabie Saoudite, que l'Iran après l'Iran communiste ou l'Iran même actuel. Et de fait, c'est ce qui permet facilement c'est une grande faiblesse pour l'Iran aujourd'hui d'avoir ce régime des mollahs. N'empêche que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, nous voyons en fait des manœuvres et des contre-manœuvres des États-Unis et des BRICS, au gré également des campagnes politiques. Et là, on voit que la démocratie si facilement corruptible et achetable aux États-Unis a tellement fragilisé les intérêts stratégiques américains. Trump avait tenté de les revitaliser en recréant une autre alliance avec l'Arabie Saoudite en 2017, qui était extrêmement importante parce que c'était de fait la sortie de l'Arabie Saoudite, la sortie, on va dire, l'éviction des wahhabites extrémistes de l'Arabie Saoudite. Une opération anticorruption et une opération anti-djihadiste qui est sous-estimée. C'est-à-dire le contraire de la politique de l'État profond américain, instrumentalisant le djihadisme pour des raisons pétrolières dans le monde arabo-musulman depuis les années 30. Et ça avait été interrompu par le vol des élections de 2020. 2024, ça reprend. Et on voit qu'entre-temps, MBS avait basculé du côté BRICS, et là, il peut de nouveau faire le dos rond vis-à-vis de Trump, mais je pense que la messe n'est pas dite, mais je pense que la logique géostratégique profite quand même aux BRICS, à ceci près que la Syrie pose un nouveau problème. C'est que sous le Golan, il y a beaucoup de pétrole, et au large d'Israël, au large de Gaza, il y a beaucoup de gaz. Israël peut devenir une méga-puissance pétro-gazière insoupçonnée. Et je pense que c'est le calcul qui est fait derrière la logique actuelle de la destruction de la Syrie. Et il est possible que, ce faisant, l'Arabie Saoudite refasse le dos rond, comme à l'époque pré-Obama, ou même jusqu'à la fin Obama ou Trump, et dans un sens qui peut rendre possible un nouveau mouvement de balancier dans un sens djihadiste. Mais je pense que là, la différence, c'est que tout de même, dès lors que les Chinois ont commencé à pomper le pétrole et à acheter une bonne partie du pétrole saoudien, sachant en plus que les Israéliens, de fait, deviennent concurrents des Saoudiens avec le pétrole du Golan, eh bien, l'Arabie Saoudite peut rester aussi du côté des BRICS. C'est-à-dire que là, on a vraiment un duel des destins. J'aime bien, c'est l'expression de Star Wars que souvent j'emploie. Nous avons vraiment deux hypothèses probables. Et là, je ne peux pas dire, personne, je pense, ne peut trancher là tout de suite parce qu'il y a des manœuvres et des contre-manœuvres. Vous savez, c'est comme la voyance. On va voir à un moment ce qui peut se passer, mais il y a aussi une partie de volonté qui est orientable et la volonté d'autres personnes qui va faire que on voit une manœuvre, mais il y aura une réaction de contre-manœuvre. Et à la contre-manœuvre qu'on n'anticipe encore, il y aura encore une autre contre-manœuvre, etc. Mais en tout cas, je pense que documenter et suivre ces échanges géostratégiques en croisant toutes les matières premières stratégiques et en articulant bien l'or, le pétrole d'une part, et avec ces nouvelles matières géostratégiques encore plus importantes que sont les terres rares et également tous les métaux critiques, je pense qu'on n'a pas fini de pouvoir disserter de façon bien intéressante sur tous ces sujets-là. Ça serait. On va continuer à le faire. En tout cas, merci beaucoup Jean-Maxime. C'est un sujet hyper riche. Là, nos auditeurs vont avoir beaucoup de matières premières. Là. C'est ça. On a ouvert plein de tiroirs, on va leur fermer aucun. Mais pour creuser eux aussi le sujet. Et en tout cas, nous, on se reverra certainement pour peut-être approfondir des angles. C'est ça, séquencer les sujets. Ouais. C'est ce qui va être nécessaire parce que sur chaque sujet, il y aurait 10 interdépendances à comprendre. Mais surtout, ce qui, moi, m'interpelle, c'est qu'elles ne nous sont quasiment pas enseignées. Le droit des monopoles, c'est vraiment des secteurs assez localisés dans l'économie, sauf quand vraiment, par exemple, on fait du trading matière première stratégique, mais non, on n'a pas forcément l'arrière-plan. Enfin, voilà. C'est une culture, je pense, que l'on doit remettre au goût du jour, aussi parce que nous pouvons, nous, créer une culture, disons, française, revitaliser une culture française, et même quelque part une culture BRICS, parce que les débuts des combats des BRICS, c'était les combats notamment de Gaulle ou de la France par certains égards. Il y avait 3 combats des BRICS qui étaient, les 3 combats des BRICS actuels étaient les combats de Gaulle. La dédollarisation, finalement, on n'en a même pas assez parlé. Contre la guerre d'Ukraine, c'était Gourdeau-Montagne avant 2007. C'était la position française de neutralisation de l'Ukraine. Et le Moyen-Orient, en fait. Le Moyen-Orient, empêcher le Moyen-Orient de devenir une poudrière. Je pense que c'était notamment à l'occasion, les suites du 11 septembre 2001 aussi. À l'époque, c'est la diplomatie française qui avait porté une vision alternative en sous-main via les Émirats arabes unis pour empêcher globalement ce choc des civilisations dans lequel on aurait tous à perdre, mais il y a cette logique de guerre sans fin qui goinfre quand même des intermédiaires financiers. Mais on voit vraiment des logiques vampires qui n'arrêtent pas
Et je pense que les BRICS aujourd'hui, ça sera aussi la légitimité de la France, de fait, d'avoir une position et en tout cas de revitaliser une culture, que nous comprenions au moins quel était notre héritage, parce que nous allons de toute façon être ballottés entre les BRICS d'une part et l'Empire anglo-américain d'autre part, et que si nous ne faisons pas un effort pour mieux comprendre les choses, nous allons être les dindons de la farce encore comme nous l'avons été pour la Première Guerre mondiale, par exemple. Donc je pense que c'est en effet intéressant de revitaliser un peu ça. C'est un sujet d'ouverture, mais c'était pas prévu, mais voilà. On va s'y intéresser, en tout cas, nous, sur la chaîne YouTube Ocoff, parce qu'on sait que vous aimez ces sujets et on en a bien conscience. Merci beaucoup, Jean-Maxime, encore une fois. Bah, merci, vous, encore une fois. À bientôt et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pièces maîtresses. Merci aux publications Agora qui nous accueillent dans leur magnifique studio. Nous vous recommandons de télécharger gratuitement leur dernier rapport intitulé Faillite de la France, comment faire face à la taxflation.